Il l'appelait le rat du marché. Une fille sale, muette, invisible, chassée à coups de balai sous le soleil brûlant de Balagan. Personne ne savait que le collier autour de son cou valait plus que tout le marché réuni. Personne ne savait que le milliardaire venu détruire ce lieu marchait, sans le savoir, vers sa propre fille disparue depuis 15 ans. Et quand il a ordonné qu'on la jette hors de sa route, le sang royal a enfin parlé. Cette histoire commence par une humiliation, et se termine par un trône. Le soleil de midi sur le marché de Balagan n'était pas seulement brûlant. C'était un poids physique, furieux, qui pesait sur les toits de tôle ondulés et les milliers de corps qui se bousculaient dans les ruelles étroites. L'air était épais de l'odeur du maïs grillé, des fumées de diesel des générateurs peinant à fonctionner, et de l'âcre parfum des corps en sueur. Au milieu de cette symphonie chaotique de commerce, Émilie était un fantôme. À 19 ans, sa peau d'un mélanin profond était couverte d'une couche permanente de poussière du marché, et sa silhouette était émaciée. Les angles saillants de ses clavicules perçaient douloureusement sous son vieux t-shirt gris trop grand et usé. Elle était blottie sous la table en bois d'un vendeur de tissus, les genoux remontés contre sa poitrine, tentant de se faire aussi petite que possible pour éviter les hanches baladeuses et les lourdes charges des passants. « Va-t'en de là, sale rat !» Une voix aiguë perça le bruit ambiant. C'était Mama Chinidu, la propriétaire de la boutique de dentelle, brandissant un balai comme une arme. « Je t'ai dit que si je te revoyais près de ma boutique, je te verserais de l'eau bouillante dessus. Tu chasses mes clients avec ton odeur. » Émilie recula à toute vitesse, marchant à reculons comme un crabe vers le chemin boueux, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Elle ne parlait pas. Elle n'avait pas prononcé plus de quelques mots depuis des années. À la place, elle serrait la seule chose qui lui appartenait, un collier caché sous la crasse de son encolure. C'était une chose étrange pour une mendiante, des perles de corail ouvragées, ternies par le temps et la saleté, enfilées selon un motif qui paraissait ancien et déplacé contre ses haillons. Elle se remit debout en hâte, sa peau sombre luisant de sueur, et se fondit dans la foule, ses pieds nus et calleux sur le goudron brûlant. Elle avait faim, une douleur creuse et familière qui était devenue sa compagne constante. Mais aujourd'hui, le marché était trop agressif, les marchands trop nerveux. Quelque chose était différent aujourd'hui. Le rythme habituel des marchandages et des cris était ponctué par une énergie frénétique. Des hommes balayaient la route principale qui traversait le marché. Une chose qui n'arrivait jamais. Des policiers en uniformes impeccables, pas les habituels agents de la circulation épuisés, repoussaient les vendeurs à la sauvette du bord des trottoirs avec leurs matraques. « Qui vient ?» chuchota une femme à proximité, serrant son sac à main. « Le roi David », répondit un homme, les yeux écarquillés. « Le milliardaire. Il a acheté tout le bloc ouest. On dit qu'il vient inspecter le site de démolition lui-même. S'il te voit bloquer la route, sa sécurité t'écrasera. » Émilie sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la chaleur. Elle tenta de se diriger vers les ruelles plus sombres et sur derrière le quartier des textiles, mais la foule devenait un mur compact, la repoussant vers la route principale. Elle était piégée. Un morceau de bois flottait pris dans une marée montante. Ignorant que l'homme qui venait détruire le marché était le même dont le sang coulait silencieusement dans ses veines. L'air se brisa. Ce n'était pas seulement un son. C'était un coup physique. Le hurlement perçant de sirènes haut de gamme traversa le bruit du marché, transformant instantanément le bavardage chaotique en une bousculade frénétique pour la sécurité. Les marchands abandonnèrent leurs étals, serrant leurs marchandises contre leur poitrine. Tandis que les acheteurs plongeaient vers les caniveaux pour dégager le centre de la route, un convoi de 6 énormes SUV noirs obsidiennes déboula au coin de la rue, leur moteur grondant d'un bourdonnement bas et prédateur qui vibrait à travers l'asphalte. Ils avançaient avec une précision terrifiante, flanqués d'officiers de police mobiles armés, accrochés aux côtés d'un pick-up, frappant de la paume de leurs mains contre les véhicules pour intimider la foule. « Dégagez la route. Reculez. Reculez » hurlait le détail de sécurité, leur voix rude amplifiée par des mégaphones. Émilie fut prise dans le courant humain. Elle tenta de se précipiter vers l'abri d'un fourgon de livraison, mais une femme imposante, paniquée par l'approche des sirènes, la poussa violemment. Émilie trébucha, ses pieds nus glissant sur une flaque d'huile et de tomates écrasées. Elle s'écrasa lourdement au sol, ses genoux éraflés contre le goudron rugueux, juste au moment où le convoi s'arrêtait net à quelques mètres seulement de l'endroit où elle gisait.
La poussière tourbillonnait autour d'elle, étouffante et épaisse, couvrant ses cils. Pendant un moment terrifiant, le monde devint silencieux, suspendu dans l'intervalle entre l'extinction du bruit des moteurs et la foule qui retenait son souffle. La porte du troisième SUV, une Rolls-Royce Cullinan blindée, s'ouvrit avec un déclic. Le silence s'étira, lourde attente. Puis une chaussure en cuir noir verni posa le pied sur la rue boueuse, immaculée par la saleté. Le roi David émergea, se dressant de toute sa hauteur. C'était une figure imposante, rayonnant d'une aura de pouvoir absolu. Sa peau était de la couleur de l'ébène poli, brillante d'une santé et d'une richesse dont les gens de Balagan ne pouvaient que rêver. Il portait un agbada immaculé, d'un blanc empesé, qui coulait autour de lui comme de l'eau, brodé de fils d'argent qui capturaient le soleil. À son poignet, une montre sertie de diamants valait plus que tout le bloc du marché. Mais c'était son visage qui attirait l'attention, sévère, royal, et actuellement caché derrière des lunettes de soleil de créateur. Il ajusta les lourdes perles de corail autour de son propre cou. Des perles qui reflétaient celles, cachées, de la fille tremblant sur le sol à quelques mètres à peine, et inspecta la scène avec une expression de dégoût. Il ne voyait pas des gens. Il voyait des obstacles à son projet de construction. Il voyait un taudis qui devait être effacé pour laisser place au verre et à l'acier. « Monsieur, le périmètre n'est pas sécurisé », murmura son chef de sécurité, un homme costaud avec une cicatrice le long de la mâchoire, en s'approchant précipitamment du roi. « La foule est trop dense. Nous devrions vous conduire immédiatement au point d'inspection. » « Du calme, Tinde, » répondit la voix de basse profonde du roi David, calme et indifférente au chaos qui l'entourait. « Ils ne font que regarder. Laissez-les regarder. C'est la dernière fois qu'ils verront cet endroit comme un bidonville. » Émilie, terrifiée à l'idée de lever les yeux mais incapable de bouger, était recroquevillée en boule. Elle était exposée, allongée sur la bande de route dégagée pour le roi. Séparée de la foule écrasante par une ligne de policiers nerveux, elle serra les yeux, sa main volant instinctivement à sa gorge pour saisir ses propres perles, priant pour devenir invisible, priant pour que les bottes marchant vers elle l'enjambent simplement et la laissent tranquille. Enlevez ces déchets de la route du roi. Vous êtes fou, aboya Tinde, sa patience se brisant comme une brindille sèche. Il n'attendit pas que ses subordonnés agissent. Il bondit lui-même en avant. Sa main massive, enfermée dans un gant tactique, se referma sur l'épaule frêle d'Émilie avec la force d'une presse hydraulique. Émilie laissa échapper un cri aigu et rauque, tressaillant alors qu'elle était soulevée comme une poupée de chiffon. Elle ne se débattit pas. Elle avait appris depuis longtemps que la résistance n'attirait que des coups plus durs. Ses jambes traînaient inutilement sur l'asphalte, ses pieds laissant des traces dans la boue alors que le chef de sécurité se préparait à la jeter dans la foule comme un sac de légumes pourris. « S'il vous plaît », gémit-elle, le mot à peine un souffle, ses mains volant instinctivement pour protéger sa poitrine plutôt que son visage. « Je m'en vais. Je m'en vais. »« Tu aurais dû partir depuis longtemps », gronda Tinde, s'apprêtant à la pousser vers le caniveau. Dans la violence du mouvement, l'encolure du t-shirt gris trop grand et rongé d'Émilie s'accrocha à la montre-bracelet de Tinde. Avec un déchirement sinistre, le tissu se déchira sur le devant, exposant ses clavicules et le haut de sa poitrine au soleil dur de l'après-midi. Le mouvement figea le roi. Le roi David s'était détourné, faisant signe à ses architectes d'apporter les plans, quand un éclair d'une couleur rouge sans distinct attrapa sa vision périphérique. Ce n'était pas le rouge des gyrophares ni le rouge de la terre. C'était une teinte cramoisie lustrée, profonde et organique, qu'il n'avait pas vue depuis 15 années d'agonie. « Arrêtez !» L'ordre tonna de la poitrine de David, si fort et si autoritaire qu'il ne stoppa pas seulement Tinde. Il sembla arrêter le vent lui-même. Tinde se figea au milieu de sa poussée, Émilie pendant à sa poigne, ses pieds touchant à peine le sol. « Monsieur, elle est juste une. Je t'ai dit de la lâcher. » David ne marcha pas. Il fonça en avant, la grâce fluide de son agbada disparaissant, remplacé par l'intensité terrifiante d'un père qui reconnaît un fantôme. Il ignora la boue éclaboussant ses mocassins italiens. Il ignora le détail de sécurité formant un cercle nerveux autour de lui. Ses yeux étaient rivés sur l'objet, se balançant frénétiquement contre la peau sombre et striée de sueur de la fille. C'était un collier de perles de corail royal, ancien. Mais pas n'importe quel corail.
Celui-ci était sculpté dans le motif spiralé distinctif de la maison royale d'Adé, terminé par de minuscules fermoirs d'or en forme de tête de lion. Il n'existait qu'un seul collier de ce genre, commandé pour une princesse le jour de son baptême. David tendit la main, celle-ci tremblant visiblement, choquant les spectateurs qui le voyaient comme un homme de pierre. Il ne toucha pas sa peau. Il toucha les perles, les soulevant avec une tendresse qui contredisait la violence du moment. La fille tressaillit, s'attendant à un coup, serrant les yeux alors que des traînées propres coupaient la poussière sur ses joues. Où? La voix de David se brisa, le magnate milliardaire se dissolvant en un homme désespéré. Où as-tu eu ces perles? Émilie ouvrit les yeux, tremblant si fort que ses dents claquaient. Elle leva les yeux vers la figure imposante en blanc, terrifiée par l'intensité de son regard. Mon papa, chuchota-t-elle, la voix cassée. Il me l'a donné avant l'incendie, il a dit que je ne devais jamais l'enlever. Le monde bascula sur son axe pour le roi David. L'incendie, le coup d'État. La nuit où son palais avait brûlé et où sa fille de 4 ans avait été emmenée par une nourrice en fuite qui n'était jamais arrivée à la maison sûre. Il regarda son visage, vraiment. Sous la crasse, l'émaciation et le masque de la pauvreté, il vit la courbe de sa mâchoire. C'était la mâchoire de sa mère. Il vit la forme de ses yeux. C'étaient les siens. Le souffle collectif de 500 personnes aspira l'air du marché. Cela commença par un murmure bas de confusion et s'amplifia en une vague d'incrédulité alors que le roi David, l'homme qui possédait la moitié de la ligne d'horizon de Lagos, relâchait sa prise sur les perles, mais ne reculait pas. Au lieu de cela, ses genoux fléchirent. Il ne tomba pas par faiblesse. Il descendit avec une gravité lourde et délibérée, comme un bâtiment qui s'effondre. Ses genoux heurtèrent la boue noire et huileuse de la route du marché avec un bruit sourd et mouillé, trempant instantanément le tissu immaculé de son agbata dans la saleté. « Monsieur, non, monsieur !» Tinde bondit en avant, horrifié, son entraînement lui hurlant que le principal avait une urgence médicale. « Un médical, faites venir le médecin. » « Reculez, rugit David, balançant un bras en arrière aveuglément pour repousser ses gardes sans quitter Émilie des yeux. L'ordre était si bestial, si différent de son attitude corporative habituelle et composée, que l'équipe de sécurité patina pour s'arrêter, les armes à demi levées, incertaine de l'identité de l'ennemi. David posa ses mains manucurées à plat sur l'asphalte sale, inclinant la tête jusqu'à ce que son front soit à quelques centimètres des orteils meurtris et couverts de poussière d'Émilie. La posture était indéniable. Ce n'était pas juste des excuses. C'était le dabal, l'acte suprême de soumission et de respect dans la culture yoruba. Un geste qu'un roi n'accomplissait pour personne. Certainement pas pour un rat du marché. Le silence qui suivit était absolu, terrifiant dans son intensité. Le seul bruit était le ronronnement de la Rolls-Royce au ralenti et la respiration rauque et paniquée de la fille debout au-dessus de lui. Émilie pressa son dos contre le métal rugueux du fourgon de livraison, les yeux écarquillés d'une terreur qui surpassait la peur d'être battue. De la folie. Elle décida que l'homme était fou. Les hommes riches devenaient souvent fous quand les esprits qu'ils utilisaient pour leur rituel d'argent venaient se faire payer. Elle trembla, attendant qu'il relève la tête, que le sortilège se brise, que la colère revienne. Lentement, David releva la tête. Des larmes, non sollicitées et libres, coulaient de derrière ses lunettes de soleil noir, le poussant à les arracher et à les jeter dans le caniveau. Ses yeux étaient rouges, écorchés par 15 années de deuil. J'ai cherché à Londres, s'étrangla-t-il, la voix épaisse et humide. J'ai cherché en Amérique. J'ai creusé des tombes dans le Nord. Et toi? Tu dormais sous une table dans ma propre ville. Il tendit la main à nouveau, non vers les perles cette fois, mais vers ses mains. Il prit ses doigts râpeux, calleux et tachés de saleté dans ses paumes douces. Omolara, chuchota-t-il, utilisant un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis que la fumée avait pris sa mémoire. Ma princesse, mon sang, pardonne-moi, je suis en retard. Je suis tellement en retard. La foule explosa. Les chuchotements se transformèrent en cris d'hystérie. Les marchands sortaient leur téléphone, enregistrant la vision impossible du roi du pétrole pleurant au pied de la mendiante muette. La barrière de la réalité s'était brisée et personne ne savait comment traiter la scène qui se déroulait devant eux. Sécuriser le périmètre. Nous sommes compromis. Bougez.
La voix de Tinde coupa la brume émotionnelle comme un couteau dentelé. La foule se ruait en avant, poussée par une curiosité morbide et frénétique de toucher le bord du drame qui se déroulait devant eux. Ce qui était une réunion sacrée quelques secondes plus tôt se transformait rapidement en cauchemar de sécurité. Le mur humain des badauds s'effondrait vers l'intérieur. Des centaines de téléphones brandis vers le ciel comme des lances, enregistrant chaque sanglot et chaque tache. David se releva, ignorant les lourdes croûtes de boue noire collées à ses genoux. Il ne prit pas la peine de s'essuyer les mains ni de s'adresser aux masses badaudes. Au lieu de cela, il retira sa lourde robe d'Agbata brodée à la main. D'un mouvement ample, il enroula l'épais tissu blanc autour des épaules frissonnantes et exposées d'Émilie, couvrant son t-shirt déchiré et sa crasse avec un vêtement valant plus que la boutique derrière laquelle elle dormait. Elle tressaillit sous le poids soudain, le parfum de Cologne ou de chair et d'empois frais submergeant l'odeur de détritus rassis, à laquelle elle était habituée. Je peux marcher, balbutia Émilie, ses jambes tremblant violemment, ses yeux allants et venant entre les fusils d'assaut et les hommes qui criaient. Je ne veux pas d'ennui. Tu ne marcheras plus jamais dans la saleté à moins que tu ne le choisisses, jura David, sa voix toujours ferme, vibrant d'une résolution terrifiante. Il n'attendit pas sa permission. Il la souleva dans ses bras, en portée nuptiale. Elle était à l'armame légère, un fardeau plume d'os creux et de malnutrition qui faisait monter une nouvelle vague de fureur dans sa poitrine. Une fureur contre le monde qui avait affamé son enfant alors qu'il festoyait dans des banquets. L'équipe de sécurité forma un coin serré, une pointe de costume noir et de muscles durs ouvrant un chemin vers la Rolls-Royce. « Reculez, laissez passer », criait-il, repoussant les téléphones et les mains à vide avec une force agressive. David la porta jusqu'à la porte ouverte du SUV, avançant comme s'il transportait un vase de porcelaine fragile à travers une zone de guerre. L'intérieur était un univers différent. Cuir crème, moquette épaisse et air conditionné frais qui glaça instantanément la sueur sur la peau d'Émilie. Il la posa doucement sur le siège, ignorant comment la crasse de ses jambes maculait l'intérieur immaculé. Il monta à côté d'elle et referma la lourde portière. Le bruit du monde extérieur, les cris, les moteurs, le chaos, fut instantanément coupé, remplacé par un vide de silence hermétiquement scellé et le doux, à peine perceptible ronronnement du moteur V12. Émilie pressa sa colonne vertébrale contre la portière, les yeux écarquillés, regardant l'homme qui prétendait être son père. Elle était piégée dans une boîte de verre, regardant le marché s'estomper alors que le convoi accélérait, s'éloignant du seul enfer qu'elle connaissait vers un paradis auquel elle ne faisait pas confiance. « Conduisez », ordonna David, regardant droit devant, sa main agrippant la sienne si fort que ses jointures devinrent gris cendré, refusant de la lâcher ne serait-ce qu'une seconde. « Emmenez-nous à la propriété de Banana Island, et appelez le docteur Balagan. Dites-lui de nous y rencontrer. » Maintenant, le convoi ne se gara pas. Il accosta comme une flotte de navires retournant à une forteresse. Les lourdes portes de fer automatisées de la propriété de Banana Island s'ouvrirent en silence, laissant entrer les véhicules dans un monde qui semblait fondamentalement différent de celui qu'ils avaient quitté 20 minutes plus tôt. Ici, il n'y avait pas de poussière. L'air ne sentait pas le diesel et la sueur. Il sentait les hibiscus bien entretenus, le sel de l'océan et l'odeur stérile et métallique d'une sécurité extrême. Alors que la Rolls-Royce s'arrêtait devant le portique en pierre calcaire blanche, le contraste fut violent. Émilie regarda par la vitre teintée l'allée immaculée, son cœur martelant un rythme frénétique contre ses côtes. Elle était une tache entrant dans une peinture, une bavure de charbon sur une toile fraîche. David ouvrit la portière, l'air frais de l'île s'engouffrant. Il n'attendit pas le chauffeur. Il tendit la main et Émilie la prit, ses doigts laissant de légères empreintes boueuses sur sa paume. Alors qu'elle sortait, l'Agbata blanc trop grand traînait derrière elle comme un train royal balayant l'allée. Elle fit un pas et faillit s'effondrer, ses jambes se transformant en gelée, non par épuisement, mais par le vertige pur de l'échelle de la maison. Ce n'était pas une maison. C'était un monument. Des piliers de la taille d'arbres anciens soutenaient un toit qui semblait gratter le ciel. Et les portes d'entrée étaient d'immenses dalles d'acajou qui auraient pu garder une cathédrale. « Bienvenue à la maison », dit David, les mots lourds d'une promesse qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Il la guida vers les marches, sa main ferme dans le bas de son dos, la propulsant en avant alors que son instinct lui criait de retourner vers le caniveau. Les doubles portes s'ouvrirent,
révélée par un majordome en uniforme blanc impeccable qui luttait pour garder son visage neutre. Ils pénétrèrent dans le hall d'entrée, un espace caverneux dominé par un double escalier et un lustre qui ressemblait à une explosion gelée de cristaux. Le sol était en marbre italien poli jusqu'à l'aspect miroir. Émilie s'arrêta net. Elle baissa les yeux et vit son propre reflet dans le sol. Une chose sauvage et dépenaillée aux cheveux emmêlés et à la peau striée de saleté, debout à côté d'un homme qui ressemblait à un dieu. Instinctivement, elle recroquevilla ses orteils, essayant de soulever ses pieds du sol pour éviter de salir la pierre blanche, se tenant maladroitement en équilibre sur ses talons. Madame Adebowale. La voix de David retentit à travers la salle, rebondissant sur les hauts plafonds. Une femme à l'air sévère, vêtue d'un costume noir, se matérialisa depuis un couloir latéral, suivie de 2 jeunes femmes de chambre. Elle s'arrêta net, les yeux écarquillés derrière ses lunettes alors qu'elle saisissait la scène. La boue sur le sol, le roi échevelé, et la jeune fille déguenillée enveloppée dans ses robes cérémonielles. Mon roi, Altathéel, la main volant à sa bouche. Prépérez l'aile des invités, la suite maîtresse, se corrigea David, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Et faites couler le bain. De l'eau tiède, pas chaude. De l'huile de rose et de l'antiseptique. Maintenant. Mais monsieur, la suite maîtresse c'est pour la princesse, balbutia madame Adebowale, confuse. La pièce était restée fermée à clé et époustée pendant 15 ans. Un sanctuaire à une mémoire. Exactement, coupa David, reportant son regard sur Émilie, qui tremblait près d'un pilier de marbre. La propriétaire est revenue. Ouvrez-la. Émilie se recroquevilla alors que les femmes de chambre se précipitaient en avant, leurs yeux parcourant son corps avec un mélange de curiosité et de dégoût. Elle se sentait nue malgré la lourde robe. Sur le marché, elle était invisible. Ici, elle était un spécimen sous un microscope. Elle regarda un immense miroir doré sur le mur et vit la vérité de ce qu'elle était. Elle n'était pas une princesse. Elle était une erreur. Une chose sale et brisée qui s'était égarée dans un palais. Des larmes lui montèrent aux yeux, chaudes et piquantes, alors que la réalité de sa crasse entrait en conflit avec la perfection immaculée de l'empire de son père. Les doubles portes de la suite maîtresse s'ouvrirent en grinçant, révélant un espace qui ressemblait moins à une chambre qu'à un souffle suspendu. L'air à l'intérieur était frais et sentait faiblement les sachets de lavande qui avaient été remplacés chaque semaine pendant 15 ans par un personnel qui ne s'était jamais demandé pourquoi. C'était une capsule temporelle du fantasme d'une enfant de 4 ans. Un lit à baldaquin drapé de cascades de moustiquaires rosor, des étagères alignées de poupées de porcelaine aux yeux de verre fixant aveuglément l'obscurité, et un cheval à bascule sculpté dans de l'acajou, figé au milieu d'un galop près de la fenêtre. Émilie s'arrêta au seuil, ses pieds boueux s'enfonçant dans le moelleux tapis couleur crème. Le contraste était grotesque. Elle regarda les poupées, immaculées et parfaites, puis ses propres mains, scarifiées et noircies par des années à fouiller les poubelles. Elle se sentait comme une contagion entrant dans un laboratoire stérile. « Je ne peux pas. Je ne peux pas m'asseoir là », chuchota-t-elle, reculant devant le couvre-lit en soie, terrifiée à l'idée de le tacher par sa seule existence. « Tu t'assoiras où tu veux. C'est à toi, dit David doucement, la guidant vers un canapé en velours à la place. Avant qu'elle ne puisse protester davantage, le bruit sourd de pas rapides résonna depuis le couloir. Le docteur Balagan fit irruption, un homme petit et énergique portant une trousse médicale en cuir usé, à bout de souffle après avoir monté en courant les marches de marbre. Il s'arrêta net, son masque professionnel glissant pendant une fraction de seconde alors qu'il observait la silhouette émaciée recroquevillée sur le velours. Il ne posa pas de questions. Le visage du roi lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ce n'était pas une visite sociale. C'était une mission de sauvetage. Videz la pièce, ordonna Balagan aux femmes de chambre qui planaient, sa voix claquant avec autorité clinique. David, toi aussi. Je dois évaluer les dégâts. Je ne pars pas, déclara David, croisant les bras, plantant ses pieds comme des racines dans le sol. Je l'ai perdue une fois. Je ne la laisserai pas quitter mon champ de vision. Balagan ne discuta pas. Il s'approcha d'Émilie lentement, la traitant comme un animal sauvage qui pourrait mordre. « Bonjour, ma chère. Je vais juste regarder tes mains. »« D'accord, juste les mains. » Alors que le médecin commençait à travailler,
décollant les couches de crasse avec des lingettes antiseptiques, la pièce sombra dans un silence lourd et étouffant. À chaque couche de saleté enlevée, une carte de souffrance était révélée. David regarda avec horreur alors que les lingettes noircissaient, dévoilant de vieilles brûlures de cigarettes sur ses avant-bras, des lignes blanches et irrégulières de chute sur le béton, et la texture noueuse distincte de la malnutrition qui faisait coller sa peau trop étroitement à ses os. Mais ce fut lorsque Balagan souleva doucement l'ourlet de l'Akbata trop grand pour examiner ses chevilles que l'air quitta la pièce. Ses chevilles étaient enflées, marquées par de profondes empreintes circulaires, des cicatrices qui ne pouvaient provenir que d'avoir été enchaînées ou attachées avec du fil de fer pendant de longues périodes. David laissa échapper un son à mi-chemin entre un halètement et un sanglot, se détournant pour frapper le mur. Le bruit de son poing heurtant le plâtre brisa le silence. Il avait construit des gratte-ciels pendant que quelqu'un avait attaché sa fille comme un chien. La culpabilité n'était pas un poids. C'était un acide physique brûlant à travers sa poitrine. Elle est sévèrement déshydratée, anémique de façon critique, et montre des signes de carence en calcium à long terme, murmura Balagan, sa voix basse, cachant le pire. David, ce n'est pas seulement la pauvreté. C'est de la torture. Elle a survécu à des choses qui auraient tué des hommes adultes. David se retira sur le balcon, les portes vitrées se refermant derrière lui pour donner aux femmes de l'intimité, bien qu'il refuse d'aller plus loin que le seuil. Dans la salle de bain, qui était de la taille d'un petit appartement, l'air était épais de vapeur et du parfum entêtant de sel de bain importé. Madame Adebowale, la gouvernante qui avait géré le domaine d'une main de fer pendant 20 ans, se tenait maintenant tremblante près de la baignoire en porcelaine surdimensionnée. Elle fit signe aux jeunes femmes de chambre d'avancer, leurs mains tremblantes alors qu'elles se préparaient à dépouiller les haillons qui avaient fusionné avec l'identité de la jeune fille. Doucement, chuchota Madame Adebowale, la voix cassée. Elle n'est pas une poupée. Elle est de chair et de sang. Lorsque les restes du t-shirt gris trop grand furent décollés, tombant au sol carrelé avec un bruit mouillé, la pièce sembla retenir son souffle. Émilie se tenait là, frissonnante dans la vapeur, ses côtes se comptant contre sa peau, sa colonne vertébrale une crête osseuse et déchiquetée. Elle croisa les bras autour d'elle, non par pudeur, mais par un instinct profondément enraciné de protéger ses organes vitaux. Elle fixa l'eau, écumeuse de bulles, et ses yeux terrifiés allèrent vers la gouvernante. « L'eau est-elle chaude ?» demanda Émilie, sa voix à peine audible au-dessus du ronronnement de la ventilation. Mama Chenidi versait de l'eau chaude sur les chiens. Madame Adebowale laissa échapper un sanglot étranglé, plaquant une main sur sa bouche pour étouffer le bruit. « Non, mon enfant. Elle est chaude comme le soleil. » Ils la guidèrent dans la baignoire. Alors qu'Émilie s'enfonçait dans l'eau, un nuage de limon sombre commença instantanément à fleurir autour d'elle, transformant l'écume rosée et immaculée en un marais gris et trouble. Elle resta assise, rigide, s'attendant à ce que l'eau brûle, mais au lieu de cela, elle l'enveloppa d'une chaleur qui atteignit le plus profond de sa moelle gelée. Pour la première fois depuis des années, ses muscles, perpétuellement enroulés pour la fuite, commencèrent à se dénouer. Madame Adebowale prit une éponge douce, la savonnant avec un savon qui sentait la lavande et l'argent. Elle commença à frotter, commençant par le cou d'Émilie. La friction était douce, mais le résultat était choquant. Des années de suie du marché, de poussière de route et de crasse défensive commencèrent à s'écailler. Alors que l'eau grise s'écoulait, la véritable teinte de peau de la jeune fille émergea. Un mélanin profond, riche et lumineux qui avait été caché sous un masque de pauvreté. La transformation était lente et agonisamment intime. À chaque coup d'éponge, ils ne lavaient pas seulement un corps. Ils exhumaient un être humain des débris d'une vie perdue. « Tu es belle », chuchota l'une des jeunes femmes de chambre, des larmes glissant sur ses joues alors qu'elle lavait les cheveux d'Émilie, l'eau devenant brune puis claire, révélant des boucles serrées et négligées. « Tu ressembles exactement au portrait dans le couloir. » Émilie ne répondit pas. Elle regardait l'eau noircir, fascinée et horrifiée que tant d'obscurité ait vécu sur sa peau. Elle se sentait plus légère, dépouillée de son armure, vulnérable d'une manière plus terrifiante que les rues. La propreté était un luxe qu'elle ne savait pas comment porter. La grande salle à manger était une caverne d'acajou et de dorure, illuminée par un lustre qui projetait une lueur chaude et miel sur la table dressée pour 12. Pourtant, seules 2 chaises étaient occupées. Émilie était assise à l'extrémité, dépassée par la chaise en velours au dossier,
portant un pyjama en soie trop grand qui semblait comme de l'eau contre sa peau. Elle regarda l'étalage devant elle, une montagne de riz jollof, de poissons grillés, de plantains frits et de bols de soupe épicée, et sentit une vague de nausée. Ce n'était pas la faim, c'était la panique. Sur le marché, la nourriture était une guerre. On se battait pour elle. On la cachait et on la mangeait dans l'ombre avant que quelqu'un de plus fort ne la prenne. Ici, elle était exposée comme une œuvre d'art, vulnérable et ouverte. David était assis à sa droite, ayant abandonné la tête de la table pour être plus près d'elle. Il avait changé pour une simple tunique noire, ses yeux scrutant son visage pour tout signe de la fille dont il se souvenait. Il la regarda prendre la lourde fourchette en argent, sa main tremblante. Le métal tinta bruyamment contre la fine porcelaine, le son résonnant dans la salle silencieuse comme un coup de feu. « Tu n'es pas obligée d'utiliser la fourchette, Émilie, » dit David doucement, repoussant ses propres couverts. « C'est ta maison. Tu manges comme tu veux. » Émilie ne leva pas les yeux. Elle fixa un morceau de poulet frit dans son assiette. Lentement, ses yeux allèrent vers les majordomes se tenant comme des statues près des portes. L'instinct s'enclencha, le câblage primal du cerveau qui se produit après une décennie de famine. En un mouvement flou, elle attrapa la cuisse de poulet, mais au lieu de la porter à sa bouche, sa main fila sous la table. Elle enfonça la viande grasse et chaude profondément dans la poche de son pantalon de pyjama en soie. David se figea. Les majordomes s'agitèrent, mal à l'aise, incertains s'ils devaient intervenir. « Émilie » demanda David, sa voix se brisant de confusion. Elle tressaillit, retirant sa main, vide et luisante de graisse. Pour plus tard, chuchota-t-elle, les yeux grands ouverts et terrifiés, fixant la nappe. « Pour quand ? Pour quand tu me diras de partir ? Je dois la garder. » La phrase frappa David comme un coup physique à l'estomac. Il réalisa alors que le bain avait lavé la saleté, mais n'avait pas touché au câblage de sa survie. Elle était encore sur le marché. Elle s'attendait encore à l'expulsion, au balai, aux cris. Elle thésaurisait des calories contre un avenir qu'elle croyait inévitable. David se leva lentement. Il prit le plat entier de poulet au centre de la table. Il ne lui en servit pas. Il marcha jusqu'à sa chaise, s'agenouilla sur le tapis persan coûteux et plaça le plat en argent directement sur ses genoux. « Regarde-moi » ordonna-t-il, la voix épaisse d'émotion. Quand elle rencontra enfin son regard, il indiqua la pièce, la nourriture, la maison. « Tu n'auras plus jamais à cacher de la nourriture. Si tu veux remplir tes poches, remplis-les. Si tu veux remplir ta chambre, nous la remplirons, mais personne ne te renverra. Tu es la propriétaire du pain. Tu ne mendis pas des miettes dans ta propre cuisine. » Il prit un morceau de poulet et y mordit avec les mains, la graisse dégoulinant sur sa tunique chère, brisant l'étiquette de la salle à manger pour lui montrer que les règles ne s'appliquaient plus. « S'il te plaît, mange juste. » Les lourdes portes de chêne de la bibliothèque privée se refermèrent en claquant, scellant l'humidité émotionnelle du reste de la maison. Ici, l'air était réfrigéré et sentait les reliures en cuir et la justice froide et dure. Le roi David marcha jusqu'à son bureau, une massive dalle de bois pétrifié, et se servit un verre de whisky ambré, ses mains stables, mais ses yeux brûlants d'une fureur glaciale. Il ne le but pas. Il se contenta de fixer le liquide, regardant la lumière se fracturer à travers le cristal, pensant aux cuisses de poulet tachant la poche du pyjama en soie de sa fille. « Parle » ordonna David, sans se retourner. Des ombres de la pièce, Tinde s'avança. Le chef de sécurité avait l'air épuisé, ses manches de chemise retroussées, révélant une tablette tenue dans sa main comme une arme. « Nous avons fait une rétrotraçabilité, monsieur. Nous avons récupéré les images des drones de surveillance du projet Plaza. Nous avons aussi interrogé la marchande, Mama Chinidu. » David se tourna lentement, le verre tintant contre le bois alors qu'il le posait. « Et elle savait, » dit Tinde, sa voix baissant d'une octave. Elle ne savait pas que la jeune fille était une princesse, mais elle savait qu'Émilie n'était pas juste une errante. Il y a 15 ans, une femme a déposé l'enfant à la décharge du marché. Elle a payé les jeunes du coin pour s'assurer que l'enfant ne quitte pas le secteur, mais aussi qu'elle ne meure pas. Qu'elle existe juste dans les limbes. La nourrice, siffla David, le mot ayant un goût de poison. Fink. Oui, monsieur. Nous pensions qu'elle était morte dans l'embuscade. Nous avons trouvé un corps dans l'épave.
Tinde tapota la tablette, projetant un hologramme d'un relevé bancaire dans l'air au-dessus du bureau. Mais les femmes mortes n'ouvrent pas de comptes offshore aux îles Caïmans 3 jours après un coup d'État. Fink est vivante. Elle a vécu à Abuja sous le nom de Madame Gold, dirigeant une chaîne de boulangerie haut de gamme. Le silence dans la pièce était plus fort qu'un cri. La femme à qui on avait confié la vie de sa fille n'avait pas seulement échoué. Elle avait vendu l'enfant comme du bétail pour sauver sa propre peau, finançant une vie de luxe pendant que la princesse dormait dans la boue. La trahison était si absolue, si pourrie jusqu'à l'os que David sentit une veine battre dangereusement à sa tempe. « Elle est à Abuja ?» demanda David, sa voix trompeusement calme. « Oui, monsieur. Elle organise une soirée de charité ce soir, ironiquement, pour les orphelins. » David prit le verre de whisky et le lança contre le mur du fond. Le cristal se brisa avec un crash violent, des éclats pleuvant sur le tapis coûteux. « Préparez le jet. Je veux qu'elle soit ramassée, pas arrêtée. Ramassée. Mettez-la dans un sac. Si elle crie, laissez-la crier. Amenez-la dans la cellule insonorisée du sous-sol. Je veux lui demander personnellement combien valait la vie de ma fille. » Tinde hocha la tête, un sourire sinistre effleurant ses lèvres. « Et le commanditaire ? Celui qui l'a payé. » « Elle nous le dira, » promit David, boutonnant sa veste avec une précision terrifiante. « Elle nous dira tout avant le lever du soleil. » Le sous-sol de la propriété de Banana Island était une contradiction frappante avec le marbre et l'or des étages supérieurs. C'était un cube sans fenêtre de béton armé, insonorisé et froid, éclairé par un seul néon bourdonnant qui drainait la couleur de tout ce qu'il touchait. Fink, connue de l'élite d'Abuja sous le nom de Madame Gold, était assise, les poignets attachés avec des liens plastiques à une chaise en acier boulonnée au sol. Sa transformation, de la reine du bal de charité à prisonnière, était choquante. Son boubou en dentelle orange brûlé coûteux était déchiré à l'épaule, son maquillage épais était étalé par la sueur et la terreur, et son gel de cheveux dorés se déroulait sur le sol comme un serpent mort. La lourde porte d'acier siffla en s'ouvrant. Le roi David entra, refermant doucement la porte derrière lui. Il n'amena pas de garde. Il n'amena pas d'armes. Il n'apporta qu'une petite pochette en velours. Il tira une chaise face à elle, s'assit avec un calme terrifiant et pesant. Il ne parla pas. Il se contenta de plonger la main dans la pochette et d'en sortir le collier de corail terne et incrusté de saleté avec les fermoirs en tête de lion. Il le posa doucement sur la table métallique entre eux. Fink cessa de respirer. Ses yeux s'exorbitèrent, fixant les perles comme si elles étaient radioactives. Le silence dans la pièce s'étira jusqu'à devenir un poids physique pressant contre ses tympans. Je peux expliquer, croassa-t-elle, la voix tremblante, dépouillant l'accent policé qu'elle avait cultivé au fil des années. « Explique » demanda David, sa voix à peine un chuchotement, mais qui pourtant résonna dans la petite pièce. « Explique comment tu as pris une enfant de 4 ans confiée à tes soins pendant un incendie et l'as déposée au marché de Balagan comme un sac de déchets. Explique comment tu m'as regardé pleurer pendant 15 ans pendant que tu faisais des gâteaux. » « Je ne pouvais pas la tuer » lâcha Fink, des larmes d'hystérie coulant sur son visage. « Il m'a dit de la tuer. Il a dit que s'il y avait un héritier, il ne pourrait jamais prendre le titre. Je ne pouvais pas le faire. Je l'ai regardé dans les yeux et je ne pouvais pas. Alors, je l'ai abandonnée. Je pensais que si elle était perdue dans le marché, elle disparaîtrait simplement. » « Qui ?» La question de David était une lame. « Qui t'a payé assez pour vendre ton âme ?» Fink serra la bouche, secouant violemment la tête. « Il me tuera. Il est puissant, David. Tu ne comprends pas. » David se pencha en avant, son visage à quelques centimètres du sien. « Regarde-moi. Tu t'inquiètes pour un homme. Je suis le père qui a retrouvé son enfant mangeant par terre. Il n'y a pas d'enfer pire que celui que je t'apporterai si tu ne me donnes pas un nom. » Fink sanglota, sa résistance s'effondrant sous le poids de son chagrin et de sa fureur. Elle s'affaissa sur la chaise, vaincue. « Rotidé, chuchota-t-elle. C'était ton frère, Rotimi. Il a dit que le trône lui revenait de droit, mais Komolara se tenait sur son chemin. » David se recula, l'air quittant ses poumons. Son propre sang. Le frère qui avait tenu sa main lors de la cérémonie funéraire pour la princesse décédée,
le frère qui siégeait au conseil d'administration de son entreprise. La trahison n'était pas seulement un coup de couteau dans le dos. C'était une pourriture dans l'arbre familial. Il se leva, ramassant les perles. Il ne toucha pas Fink. Il n'en avait pas besoin. Il appuya sur l'interphone du mur. « Tinde », dit-il, sa voix vide d'émotion. « Elle a avoué. Enregistrez-la. Puis remettez-la à la police. Et Tinde ? Envoyez le convoi à la maison de mon frère. Réveillez-le. » 3 mois plus tard, la cicatrice sur la terre qui était l'ancien bloc du marché avait disparu. À sa place se dressaient les tours Omolara, un monolithe de verre et d'acier qui reflétait le ciel de Lagos. Mais aujourd'hui, l'attention n'était pas sur l'architecture. Une scène massive avait été érigée à la base de la tour, drapée aux couleurs royales émeraude et or. La foule qui s'était rassemblée était différente cette fois. Un mélange de l'élite de la ville dans leur raid boubou en damassé et des femmes du marché qui avaient autrefois chassé une mendiante. Maintenant, elles se tenaient derrière des cordons de velours, silencieuses et pleines d'attente. Le roi David se tenait au pupitre. Il paraissait plus jeune, le poids écrasant du chagrin enfin levé de ses épaules. Son frère Rotimi avait disparu, effacé de la narration familiale et attendant son procès dans une cellule bien moins confortable que celle du sous-sol. La purge avait été rapide et absolue. Aujourd'hui était une question de restauration. Il y a des années, ce sol était un lieu de lutte. La voix de David tonna sur les haut-parleurs, claire et forte. « Je suis venu ici pour construire un bâtiment. Au lieu de cela, j'ai trouvé les fondations de ma vie. » Il se tourna vers les lourds rideaux derrière lui. « Peuple de Lagos, je ne vous présente pas une survivante. Je vous présente votre avenir, l'héritière légitime de la dynastie Adé. » Les rideaux s'écartèrent. Émilie, désormais pleinement princesse Omolara, s'avança dans la lumière du soleil. La transformation était absolue. Le fantôme émacié avait disparu. À sa place se tenait une jeune femme d'une prestance frappante, sa peau brillante de santé et d'huile coûteuse. Elle portait une robe en hockey vert émeraude profond, brodée de fils d'or qui scintillaient comme un feu liquide. Ses cheveux, autrefois emmêlés et cachés, étaient coiffés en une élaborate couronne haute tressée, entrelacée de perles de corail fraîches. Elle marcha jusqu'au devant de la scène. Ses jambes, autrefois faibles et cicatrisées, bougeaient avec une grâce ferme et exercée. Elle regarda la mère de visage. Elle repéra Mama Chinidu dans la foule, le visage de la femme un masque de honte et de crainte. Omolara ne tressaillit pas. Elle ne détourna pas le regard. Elle maintint le regard de la femme jusqu'à ce que la commerçante baisse les yeux vers le sol en soumission. David s'avança à ses côtés, tenant un coussin de velours. Dessus ne se trouvait pas un diadème en diamant, mais une simple couronne lourde en corail pur non poli, la couronne de la reine-mère. « Ma fille, » dit David, sa voix douce, juste pour elle. « Tu as survécu à l'incendie. Tu as survécu à la rue. Tu as survécu au silence. Ce royaume est le moins que tu mérites. » Il ne s'inclina pas cette fois. Au lieu de cela, il souleva la couronne et la posa doucement sur sa tête. Elle était lourde, un rappel physique du fardeau du pouvoir. Mais le cou d'Omolara ne plia pas. Elle se tenait droite, absorbant le poids. Elle leva la main, touchant les pierres froides, puis descendit sa main vers l'ancien collier terne qu'elle portait encore sous ses vêtements royaux, le seul lien entre la fille qui dormait sous la table et la femme qui possédait désormais le bloc. Pour la première fois en 15 ans, elle sourit. Pas un tic timide et craintif, mais une expression radieuse et aveuglante de victoire. Elle se pencha vers le micro, sa voix ferme, résonnant sur la tour de verre qui portait son nom. « Je suis Omolara Adé, » déclara-t-elle, sa voix portant au-dessus des toits de Balagan. « Et je suis enfin à la maison. » Les applaudissements qui suivirent ne brisèrent pas seulement le silence, ils firent trembler la ville. Si cette histoire t'a ému, dépose un petit cœur jaune dans les commentaires. Et surtout, rappelle-toi, ta meilleure amie a encore plein de récits à te partager. Alors abonne-toi, reste tout près, et on se retrouve très vite. D'ici là, reste douce, reste authentique, et reste ma meilleure amie. Car tu le sais, une vraie meilleure amie n'est jamais à court d'histoire.